Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, votre rendez-vous d'analyse et d'actualité, du décryptage de l'actualité africaine. Ici, nous ne nous contentons pas de regarder les événements. Nous essayons de comprendre ce qu'ils racontent de nos sociétés, de nos démocraties et de notre continent. Eh bien, ce soir, deux sujets différents, mais finalement une même question. Qui décide de l'avenir de l'Afrique? Première escale, le Sénégal. Les prochaines élections locales sont attendues en 2027, mais à quelques mois de cette échéance, le calendrier électoral fait débat. Ousmane Sonko a clairement prévenu, Pastef n'accepterait pas un report des élections locales. Mais le patron de Pastef affirme également début août qu'aucun parti ne serait véritablement prêt à aller aux élections et que certains acteurs chercheraient à créer les conditions d'un report. Dans le camp présidentiel, une autre lecture existe. Aminata Touré estime notamment que le président Bassirou Diomaye Faye dispose de toute l'année 2027 pour organiser le scrutin. Alors, de quoi parle-t-on réellement? D'un report, d'une bataille juridique autour du calendrier ou d'un nouvel épisode du bras de fer entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko? C'est notre premier débat. Deuxième sujet, ce sera la jeunesse africaine. Le 12 août, c'était la journée internationale de la jeunesse. Mais derrière les discours, une question demeure. Quelle place réelle les jeunes occupent-ils dans les lieux où se prennent les décisions? Nous parlons bien sûr de la jeunesse africaine. Sont-ils réellement associés au pouvoir ou restent-ils essentiellement une force électorale et militante? Pour en débattre, nous recevons pour cet énième numéro de cette émission le confrère Anissé, journaliste et analyste. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur l'Afrique, chers confrères. Merci beaucoup, Prudence. La jeunesse. La jeunesse, évidemment, sur le plan politique, sur le plan également social, c'est un thème récurrent puisque tous les gouvernants veulent s'appuyer sur la jeunesse et pour des raisons peut-être qu'on va développer, mais la jeunesse est un thème qui revient souvent. Et donc, je vous remercie d'avoir retenu parmi les sujets de ce jour le sujet qui renvoie à la jeunesse est plus que bien entendu, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, la jeunesse doit jouer un grand rôle dans la vie socio-politique du pays. Et donc, je vous remercie d'avoir préparé cette émission et j'espère qu'on va avoir un débat fructueux. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Nous commençons par le Sénégal. Mais bien avant, pour comprendre le débat, revenons aux faits. Les dernières élections municipales et départementales sénégalaises ont eu lieu le 23 janvier 2022. Les élections électorales de 2027 sont bien inscrites dans les documents officiels issus du dialogue national sur le système politique. Le projet de code électoral publié par les autorités sénégalaises prévoit lui aussi des dispositions spécifiques pour les élections départementales et municipales de 2027. Mais le problème porte aujourd'hui sur le calendrier précis du scrutin. En début de ce mois d'août, Ousmane Sonko a évoqué la question. Il affirme qu'aucun parti ne serait réellement prêt à aller aux élections et qu'une partie de l'opposition chercherait à créer les conditions d'un report. Une déclaration qui pose une question. Si Ousmane Sonko refuse le report, pourquoi évoque-t-il lui-même les conditions susceptibles de conduire à ce report? Eh bien, dans le camp présidentiel, Aminata Touré défend une autre lecture. Elle autre estime que le président Diomaye Faye dispose de toute l'année 2027 pour organiser les élections en s'appuyant notamment sur l'article 269 du Code électoral. Et depuis le 25 juillet, le contexte politique a changé. Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé son propre parti qui raille les patriotes républicains, tandis que Pastef continue de préparer son implantation politique. Les élections locales pourraient donc devenir le premier grand test
territoriale de cette nouvelle configuration politique. Eh bien, voilà le contexte pour ce qui concerne la première question qui va nous conduire dans ce débat. Il s'agit aujourd'hui, qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui est officiellement acquis concernant les élections locales de 2027 et qu'est-ce qui relève encore des hypothèses. Au vu de ce qui a été dit, qu'est-ce qui est officiellement acquis concernant les élections locales de 2027 et qu'est-ce qui relève encore des hypothèses, cher ami Aniché? Merci encore une fois, Prudence. Cette question de calendrier s'inscrit encore une fois dans le registre de ce bras de fer. Vous l'avez dit vous-même en introduction. C'est le bras de fer qui oppose les deux camps politiques, le camp d'Ousmane Sonko et le camp du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. C'est une question importante, la question du calendrier. Mais vous me demandez qu'est-ce qui est officiel. Ce qui est officiel, c'est que, si j'ai bien lu les dispositions de la loi électorale du Sénégal, c'est que les élections locales devraient avoir lieu au plus tard le 23 janvier 2027. Ça veut dire dans quelques mois. Mais vous évoquiez le contexte, vous évoquiez également l'entretien de la responsable de Kiré, le parti présidentiel, Aminata Touré, qu'elle a accordé au magazine Jeune Afrique. Elle a dit que le président de la République a toute l'année 2027 pour organiser ces élections locales. Et elle se fonde sur l'article que vous avez également cité. Ça veut dire article 269. L'article qui indique que s'il y a des circonstances exceptionnelles, le président peut reporter des élections dans la 5e année du mandat. Ça veut dire, c'est pour cela qu'elle dit que le chef de l'État a toute l'année 2027 pour organiser des élections. Et bien entendu, comme nous le disions, il y a ce bras de fer. On a besoin de savoir qui, entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, qui va gagner les élections. Il y a le parti PASTEF d'Ousmane Sonko, il y a le parti Kiré maintenant du président de la République qui va gagner ces élections locales. C'est en réalité la bataille qui s'engage. Chacun a besoin d'avoir des bastions locaux pour pouvoir bien évidemment mener des actions politiques en vue des élections présidentielles de 2029. Donc ça veut dire que chacun a besoin de gagner ces élections. Cela s'entend. C'est un combat politique et légitime. Est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye, qui vient à peine de créer son propre parti politique, va avoir besoin du temps pour pouvoir organiser ces élections? En fait, c'est ça la question qu'il convient de se poser. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui vient de créer son propre parti politique, parti bien sûr qui n'est pas encore implanté au niveau local, est-ce qu'il aura besoin du temps pour pouvoir organiser des élections? J'ai vu d'ailleurs que parmi les échéances de ce nouveau parti, il a donné consigne aux responsables de ce parti de mener des actions de massification, c'est le terme qu'il a utilisé, et d'implantation, pour que, bien entendu, le parti soit implanté au niveau local pour pouvoir concurrencer le très populaire PASTEF, qui est son ancien parti. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est une autre question. Mais la bataille qui s'engage, bien évidemment, c'est de savoir
qui, entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui va gagner des élections. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, pour des intérêts politiques, peut-être que le président de la République aura besoin du temps et donc de reporter les élections. Et quand on voit la disposition légale qu'a évoquée Aminata Touré pour reporter les élections, cette disposition indique que en cas de circonstances exceptionnelles, est-ce qu'il y a des circonstances exceptionnelles au Sénégal qui exigent ce report? J'en sais rien. Si les conseillers du président de la République peuvent trouver des motivations sérieuses pour convaincre l'opinion sénégalaise qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas que vous venez à peine de créer votre propre parti politique, que votre rival, lui, est implanté depuis longtemps au niveau local, et que cela va se traduire en circonstances exceptionnelles. Donc, si le président veut reporter les élections, il lui faudra trouver un motif sérieux. Pas seulement que son parti est encore très jeune, ça ne convaincrait personne. Il faudrait qu'il trouve un motif, une raison sérieuse qui pousse valablement à reporter ces élections. Donc pour moi, comme vous le disiez au début, pour l'instant, il n'y a pas de raison qui justifierait le report des élections. Et si les élections étaient reportées, peut-être on reprocherait au président de la République de prendre des décisions politiquement motivées et personnellement motivées d'ailleurs, puisque le parti tirait son propre parti. Donc selon vous, vous estimez que euh, le président Bassirou Diomaye Faye serait en train de gagner du temps pour pouvoir asseoir son parti politique, quoique jusque-là, aucune date, que ce soit le report, aucune date n'est fixée pour les élections. Personne ne dit que les élections seront repoussées. Mais est-ce que vous estimez que si éventuellement il y a report, ce serait une excuse, bien une manière, une stratagème de la part de Bassirou Diomaye Faye pour pouvoir asseoir son parti politique? C'est du moins ce que pensent les partisans d'Ousmane Sonko pensent bien entendu que le président est en train de chercher une raison qui lui permettrait de gagner du temps. Et puis, quand vous voyez justement l'entretien qu'a accordé Aminata Touré au magazine Jeune Afrique, il n'a pas dit que les élections vont être reportées. Il a tout simplement dit que ça peut être possible. Donc, c'est possible, mais elle n'a pas dit que cela va être le cas. Autrement dit, jusqu'à présent, on ne sait pas si les élections vont être reportées ou pas. Et puis, il y a un autre élément à apporter justement dans ce débat, c'est que les Sénégalais pensent que le président peut probablement dissoudre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est dominée jusqu'à présent par le pasteur d'Ousmane Sonko et le président de la République, qui se trouve dans une position tout de même très difficile, serait obligé de dissoudre l'Assemblée nationale en vue de reconvoquer les élections législatives et de pouvoir donc assister à une certaine recomposition politique, du moins au sein de l'Assemblée nationale. Et cela, justement, si cette hypothèse devait arriver, c'est que les futurs, parce que quand je lis ce qui se dit au sein de la classe politique du Sénégal, apparemment, le président
pourrait dissoudre l'Assemblée nationale d'ici décembre. Et on dit si donc l'Assemblée nationale est dissoute, les élections législatives pourraient avoir lieu en même temps que les élections locales. Mais comme on ne sait pas si l'Assemblée nationale sera dissoute, bien entendu, ça reste dans le registre des hypothèses. On ne sait pas si cela va être le cas. Mais c'est une possibilité également qui s'offre au chef de l'État, vu la situation politique dans laquelle il se trouve, vu les difficultés que lui pose le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, qui fait voter des lois, qui propose bien entendu l'agenda politique qui met à mal le président de la République. Peut-être qu'on s'achemine vers cette possibilité-là, ça veut dire de dissoudre l'Assemblée nationale. Et peut-être si l'Assemblée nationale est dissoute, les élections locales donc seraient reportées pour qu'elles puissent avoir lieu en même temps que les élections législatives. Espérons que nous n'arriverons pas là. Alors, quand Aminata Touré estime que Bassirou Diomaye Faye dispose de toute l'année 2027 pour organiser les élections, juridiquement, est-ce que cette interprétation est-elle solide? Oui. Aminata Touré évoque des circonstances exceptionnelles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui justifieraient le report des élections locales? C'est un peu compliqué à dire. Est-ce que le fait Pour que... l'heure, nous ne savons pas. Pour l'heure, nous ne savons pas. Mais peut-être que si réellement il y a intention de repousser, on trouverait forcément des arguments pour pouvoir motiver cela. Est-ce que d'ailleurs, pour l'instant, le report des élections législatives favoriserait le camp de Bassirou Diomaye Faye? Il faudrait voir, même si son parti est jeune, mais il est chef de l'État, il a quand même des partisans un peu partout. Il a été membre du PASTEF. Avant d'accéder au poste de président de la République, il était déjà secrétaire général du PASTEF. Ça veut dire qu'au sein du PASTEF même, il a des partisans, il a des soutiens. On sait déjà que il y a même des députés du PASTEF qui sont tentés de rejoindre le camp de Bassirou Diomaye Faye. On a vu l'actualité de cette semaine. Il a reçu une cinquantaine de députés du PASTEF. Ça veut dire que ce n'est pas rien tout de même. Si vous pouvez chipper 50 membres du Parlement sur 130, ça veut dire qu'il resterait 80 députés à Ousmane Sonko et 50 reviendraient à Bassirou Diomaye Faye. Ça veut dire que ce serait quand même une victoire importante. Et donc, tous ces députés qui sont tentés de rejoindre le camp de Bassirou Diomaye Faye, et auxquels il faut ajouter les élus locaux qui ont participé à la création de Kiré, on peut dire tout de même que même si le parti est jeune, il y a tout de même des combattants qui sont déjà à l'œuvre. Et donc, on peut dire que peut-être en analysant la situation, les responsables de ce nouveau parti, Aminata Touré, Bassirou Diomaye Faye et leurs compagnons peuvent dire, même si nous sommes jeunes, nous avons tout de même des gens qui sont déjà à l'œuvre. Nous ne sommes pas obligés de reporter les élections. D'accord. Alors, depuis la rupture politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, peut-on réellement dissocier le débat sur le calendrier électoral et leur affrontement politique? Et là, Et leur leur, affrontement politique. euh, tout se rejoint. Tout se rejoint justement puisque quand ils travaillaient ensemble, on ne voyait pas tous ces débats. Les gens ne passaient pas leur journée à discuter du calendrier, à parler de ce qu'a fait Ousmane Sonko ou de ce qu'a fait Bassirou Diomaye Faye. Et vous avez bien compris que quand on voit déjà l'agenda
l'Assemblée nationale, déjà le président de l'Assemblée nationale a convoqué une session extraordinaire. Et sur cette session extraordinaire, on voit que l'ordre du jour est un ordre du jour qui va à l'encontre de ce que voudrait le président de la République. On voit bien sûr que ce qui se fait maintenant, que ce soit l'agenda, que ce soit le calendrier politique, tout se rejoint justement, ça rentre dans le cadre de cette bataille, de ce bras de fer qui oppose les deux zones. Alors, les élections locales de 2027, euh, les observateurs, sinon selon certains analystes, peuvent devenir où sera leur premier grand face-à-face électoral. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous pensez Euh, qu'il y a déjà des méfiances, il y a peut-être des coups bas qui vont se jouer, ou qui se préparent déjà? je crois que dans une autre émission, on avait dit que pour l'instant, on ne sait pas exactement mesurer la force politique de Bassirou Diomaye Faye. Justement. Parce qu'on le connaissait au sein du PASTEF. Maintenant, le PASTEF appartient à Ousmane Sonko exclusivement. Le président a créé son propre parti politique. On ne sait pas exactement mesurer la force politique de Bassirou Diomaye Faye dans le pays. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Il a été membre du PASTEF. Il était secrétaire général du parti. Il y a des gens forcément qui lui sont proches. Et maintenant, je disais tout à l'heure qu'il y a des députés qu'il a reçus au palais de la République, des députés du PASTEF qui sont venus le voir. Et nous avons vu également beaucoup de cadres qui ont quitté le PASTEF pour aller vers Bassirou Diomaye Faye. Il y a également des gens qui travaillaient à la présidence de la République qui ont démissionné pour rejoindre le camp d'Ousmane Sonko. Donc, il y a une sorte tout de même, il y a une sorte de recomposition politique, mais qu'on ne peut pas forcément mesurer. Et donc, ces élections locales, si elles ont lieu en janvier comme prévu, ou même si elles sont reportées, seront une occasion de mesurer tout de même, du moins en partie, la force politique de l'un et de l'autre. On sait que Ousmane Sonko est très populaire. Il est en train de faire déjà une campagne de mobilisation importante. Il vend des cartes un peu partout. Mais le chef de l'État ne reste pas non plus en reste. Ça veut dire qu'il travaille justement à la massification, comme il dit, à l'implantation de son parti au niveau local. Et donc, ce sera un test important pour savoir qui, entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, reste l'homme politique le plus populaire. Mais ce ne sera pas suffisant puisque, bien entendu, comme Tiré est un parti très jeune, même s'il gagne les élections locales, il lui faudra également travailler encore pour les échéances de 2028, les élections présidentielles. D'accord. À vous entendre parler, on ne voit pas qui raille favori, mais est-ce que vous voyez plutôt du 50-50, que ce soit pour ces élections ou pour 2029? Il faudrait voir les sondages qui nous viennent du Sénégal. Je n'ai pas eu le temps de voir s'il y en a des sondages, mais pour l'instant, bien sûr, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, puisque justement, il y a une certaine incertitude, surtout du côté de Bassirou Diomaye Faye, qui vient à peine de fonder son parti politique, qui est en train de faire de la mobilisation. Ça veut dire la mobilisation initiale, on peut dire, puisque le parti n'existait pas il y a 2 mois.
Et donc, il faudrait savoir si la mobilisation a gagné. Bien entendu, il a quand même tout de même, il est chef de l'État, ça compte. Il est chef de l'État, c'est facile que les gens rejoignent le camp du président de la République, pas que de rejoindre un certain opposant. Et donc, c'est une faveur qu'il a et qui peut-être lui permettrait d'avoir des gains politiques. Je ne dis pas qu'il gagnerait forcément les élections qui arrivent, mais au moins, il pourra concurrencer fortement le camp d'Ousmane Sonko. Eh bien, si vous devez résumer la situation aujourd'hui, sommes-nous en face d'un problème de calendrier électoral, euh, en face d'une controverse juridique ou à un nouveau front politique entre Diomaye Faye et Sonko? Mais non, le calendrier n'est qu'un élément. Le problème majeur, c'est cette confrontation que vous avez bien décrite entre les deux hommes. Confrontation à laquelle nous assistons depuis un certain moment déjà, lorsque, au mois de mai, le président a démis de ses fonctions le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a par la suite rejoint l'Assemblée nationale et a été élu à la tête de cette institution parlementaire. Il est maintenant président de l'Assemblée nationale. Et depuis lors, même si les divergences dataient peut-être d'il y a longtemps, mais c'est à ce moment-là, du moins depuis le mois de mai 2026, qu'on a commencé à voir les problèmes entre les deux zones politiques du Sénégal. Donc pour l'instant, ça continue. On assiste à plusieurs épisodes qui constituent bien sûr cet affrontement. Et le calendrier politique n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Donc c'est l'affrontement, le bras de fer qui continue, et le calendrier est un élément, comme on en verra peut-être d'autres dans l'avenir. Ok. Eh bien, merci pour ces éléments de réponse pour ce qui concerne cette première partie de notre émission. Vous qui nous suivez, mesdames et messieurs, c'est bien sûr un regard sur l'Afrique, votre émission qui met la lumière ou bien qui oriente votre regard sur les faits de l'actualité africaine. Alors, nous parlons tantôt d'un possible report des élections locales au Sénégal. Eh bien, une chose est certaine à ce stade, il faut distinguer les faits des hypothèses. Le report des élections locales n'est pas officiellement acté. En revanche, le débat sur le calendrier existe bel et bien. Et derrière cette controverse juridique se profile une bataille politique majeure, celle de l'avenir du pouvoir enfin, du pouvoir local au Sénégal. Merci pour cette première analyse, chers confrères. Nous allons passer au second sujet. Eh bien, du Sénégal à l'ensemble du continent, nous allons changer maintenant de génération. Alors, le 12 août, le monde entier célébrait la journée internationale de la jeunesse. Mais entre célébrer la jeunesse et lui donner réellement les clés de la décision, il y a parfois un monde. Alors, où sont les jeunes Africains lorsque les décisions se prennent? Ce sera notre deuxième débat. Parlons de contexte. Comme je le disais, c'était le 12 août dernier, la journée internationale de la jeunesse. Pour cette édition 2026, les Nations Unies ont retenu le thème Different Contexts, Common Aspirations, soit des contextes différents, des aspirations communes. L'objectif est notamment de mettre la lumière sur, enfin, de mettre en lumière les aspirations communes des jeunes et leur participation à la construction de leur avenir. En Afrique, cette question est particulièrement importante. Le continent est l'un, enfin, est l'un des plus
jeune au monde. Mais cette jeunesse fait face à un paradoxe. Elle représente une force démographique considérable. Elle est au cœur des transformations numériques. Elle constitue une part essentielle de l'électorat. Elle anime les mouvements citoyens, l'entrepreneuriat, la culture et les réseaux sociaux. Pourtant, dans de nombreuses institutions politiques, les jeunes restent minoritaires. Cette situation pose une question fondamentale. Une jeunesse peut-il réellement peser sur l'avenir d'un pays si elle reste éloignée des lieux où se prennent les décisions? Il ne faut pas oublier que la Charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine reconnaît pourtant le droit des jeunes à participer à toutes les sphères de la société. Elle appelle notamment les États à favoriser leur participation au Parlement et aux autres instances de décision au niveau local, national, régional et continental. Alors, plus de 15 ans après l'entrée en vigueur de cette charte, où en sommes-nous réellement? Être la question qui se pose, être jeune signifie-t-il aujourd'hui être réellement représenté dans les lieux de décision en Afrique? Ce sera notre première question pour ouvrir le débat, chers confrères. Être jeune signifie être représentatif dans les instances de prise de décision. C'est la Oui. question que vous posez. Quand on essaie de voir déjà la définition de la jeunesse, c'est la tranche d'âge entre 18 ans et 35 ans, ou même dans certains pays où on va jusqu'à 40 ans. Puisque en dessous de 18 ans, on considère qu'on est encore mineur. Et donc la jeunesse, c'est cette tranche d'âge, être dans la jeunesse, c'est être dans cette tranche d'âge où vous êtes très actif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de politiciens courtisent la jeunesse. C'est que justement, c'est dans cette tranche-là que se situe la force. La force qui permet d'atteindre les objectifs politiques. Je veux dire, si vous essayez de voir les gens qui rejoignent l'armée, c'est dans cette tranche-là. Quand vous voyez les gens qui composent l'armée nationale dans certains pays, dans tous les pays du monde, c'est justement vous entrez quand vous êtes jeune, de 18 à 24 ans ou un peu plus. Que ce soit des armées nationales, que ce soit même les rébellions, c'est dans cette tranche d'âge justement que vous êtes recruté. Si vous n'êtes pas dans l'armée, vous êtes tout de même une force qui est là, qui est mobilisable. Quand vous voyez les manifestations politiques, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui se mobilisent, qui font ces manifestations. Et donc, c'est de la force active qui est là, des fois dormante, mais qui, à n'importe quel moment, peut faire tout basculer. C'est pour cela, justement, que les jeunes sont courtisés, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau d'autres secteurs. Vous avez besoin des jeunes pour atteindre vos objectifs. Mais les jeunes, normalement, sont difficilement représentés au sein des institutions. C'est la question que vous posiez. Puisque pour que vous soyez représenté au sein des institutions, il faut que vous ayez eu le temps de vous présenter aux échéances électorales, que vous soyez élu et que bien sûr vous soyez là. Et là, normalement, pour y arriver, il faut du temps. Et vous y arrivez quand vous avez déjà dépassé cette tranche d'âge qui constitue la jeunesse.
C'est pour cela que c'est très difficile de voir les jeunes au sein des institutions qui prennent des décisions. Et vous voyez, il y a des pays qui essaient d'encourager les jeunes. De mettre, par exemple, je connais des pays où il y a des postes de l'Assemblée nationale réservés aux jeunes, pour qu'au moins il y ait des représentants des jeunes au sein de l'Assemblée nationale, ou comme il y a des postes réservés aux femmes. Je connais des pays qui pratiquent ce genre de décision. Il y en a. Mais la plupart du temps, pour dire vrai, les jeunes ne sont pas représentés au sein des institutions qui prennent des décisions. D'où d'ailleurs la vague des manifestations auxquelles nous avons assisté ces derniers temps, des manifestations des jeunes qui se font appeler mouvement Gen Z. Vous avez vu des manifestations, il y en a eu au Nigeria, il y en a eu en Ouganda, même si ça a été étouffé dans l'œuf. Il y en a eu au Kenya, très violente. Il y en a eu en Tanzanie, aussi étouffé dans l'œuf comme en Ouganda. Il y en a eu essentiellement à Madagascar, Justement. qui ont fini par renverser le pouvoir. Le président Andry Rajoelina a été renversé par des manifestations des jeunes. Il y a eu également cette vague de manifestations au Maroc l'année dernière, vous l'avez vu. Ce qui a fini d'ailleurs par convaincre le roi du Maroc à faire voter des lois qui permettent aux jeunes d'accéder aux postes de responsabilité. Maintenant au Maroc, quand vous avez moins de 35 ans, le gouvernement finance une partie de votre campagne, jusqu'à 75% de votre campagne électorale financée par l'État, pour que vous puissiez, évidemment, c'est une façon d'amadouer la jeunesse pour éviter dans l'avenir ce qui est arrivé, par exemple, à Madagascar. Et donc, pour répondre brièvement à votre question, les jeunes ne sont pas du tout représentés au sein des institutions qui prennent des décisions pour des raisons que l'on comprend. C'est que pour constituer un dossier politique, pour pouvoir parvenir à aller devant la population, pour pouvoir briguer certains mandats, que ce soit locaux, que ce soit nationaux, normalement, il faut des fonds, il faut du temps. Et pour cela, justement, vous y arrivez quand vous avez dépassé cette tranche d'âge de la jeunesse. Alors, pourquoi les jeunes Africains sont-ils souvent considérés comme une force électorale avant même d'être considérés comme une force politique? Parce qu'ils sont les plus nombreux. Les jeunes sont les plus nombreux en Afrique, surtout. Je pense que dans la plupart des pays africains, les jeunes constituent parfois 70% de la population. C'est quand même énorme. Ça veut dire que vous avez un pays où 70% de la population a moins de 35 ans. Ça veut dire que vous avez besoin de tout ce monde. Parce qu'ils votent tout de même. Même s'ils n'ont pas des moyens d'accéder aux postes de responsabilité, même s'ils n'ont pas des moyens de pouvoir rivaliser avec vous, mais vous savez que c'est une force électorale immense. Et donc, vous devez les courtiser. C'est pour cela justement que vous voyez dans les comités d'organisation, dans les campagnes électorales, vous verrez toujours qu'il y a une partie de la jeunesse qui est là. Parce que, bien sûr,
c'est une force incommensurable dont il faut tenir en compte si vous voulez accéder à des postes de responsabilité. Il faut tenir en compte de la jeunesse, il faut en avoir parmi votre équipe de campagne certains jeunes qui ont des fois du savoir pour cela, mais qui aussi et surtout a de la force physique pour parcourir les campagnes, pour aller mobiliser les électeurs. Et donc, c'est pour cela justement que vous ne pouvez pas ignorer les jeunes si vous voulez accéder à un certain nombre, si vous voulez accéder à des postes de responsabilité. Si vous militez pour accéder à un poste de député, il vous faudra des jeunes dans votre équipe de campagne. Si vous êtes quelqu'un qui veut accéder à la présidence de la République, il vous faudra également des jeunes dans votre équipe de campagne, puisque il y a du talent, il y a du savoir et il y a de la force physique en même temps. Tandis que peut-être, quand vous avez 60 ans, il y a des soutiens au-delà de 60 ans. Mais ils peuvent vous apporter de l'expertise, ils ont de l'expérience, mais ils ne vous aideront pas à aller afficher des tracts, puisque bien entendu, la force physique, des fois, fait défaut. Alors, est-ce que vous pensez que c'est aussi en partie la faute de la jeunesse si aujourd'hui on ne la retrouve pas, sinon on ne la retrouve pas dans la sphère de décision? Est-ce que les jeunes pensez-vous que les jeunes sont réticents à pouvoir prendre part à des postes de décision? Non, ce n'est pas de leur faute. Vous savez, quand on grandit, nous avons tous connu ce genre de situation. Vous allez d'abord sur le banc de l'école. Vous finissez vos études et puis il vous faut trouver du travail. Je parle du moins de la jeunesse éduquée, puisqu'il y a une partie de la jeunesse qui n'a pas la chance d'aller à l'école. Oui. Mais disons, vous terminez vos études secondaires, vous allez à l'université, après, il vous faut trouver du travail. Tout cela dans le contexte politique et économique que nous connaissons en Afrique, bien entendu, vous faut du temps. Avant de penser d'accéder aux postes de responsabilité qui vous permettront euh, d'accéder à ces instances de prise de décision, il vous faut d'abord trouver des moyens de subsistance. C'est l'essentiel. Pouvoir faire vivre dignement votre famille. Des fois, nous sortons des familles qui connaissent des situations précaires. Donc, votre objectif premier, c'est de pouvoir faire manger vos parents, vos frères et sœurs, si vous trouvez un emploi, et puis pouvoir fonder une famille. Tout cela, bien sûr, prend du temps. Et cela vous prend énormément de temps, et vous ne pensez pas du tout à la politique. Ce qui fait que d'ailleurs, les gouvernants en profitent, qui vous font miroiter peut-être les profits que vous pouvez avoir pour essayer d'avoir une vie meilleure, plutôt que vous pensiez à briguer des postes de responsabilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qui prime pour les jeunesses africaines, c'est d'avoir d'abord une vie meilleure, de quitter cette vie misérable que nous connaissons des fois en Afrique, pouvoir trouver des moyens
de subsistance digne de son nom, avoir un logement, d'abord avoir un emploi, avoir un logement, avant de penser à briguer des postes politiques. C'est pour cela que je dis, c'est pas de notre faute. Je me mets à la place de la jeunesse africaine, mais je dis, la jeunesse africaine a besoin d'abord d'avoir des moyens de subsistance avant de pouvoir accéder à des postes de prise de décision. Ce n'est pas leur priorité. La priorité, c'est de vivre et de vivre dignement. Vivre dignement pour lui, pour soi, vivre dignement pour la famille. Puisque des fois, nos jeunes qui trouvent un emploi, qui accèdent à une vie meilleure, des fois, il y a à côté des familles entières à faire vivre. Et ça, bien entendu, c'est très important. Eh bien, aujourd'hui, à vous entendre, les principaux obstacles qui empêchent les jeunes d'accéder aux sphères de décision, il y a le financement, euh, peut-être le poids des générations plus âgées, il y a le chômage, la précarité, ou peut-être on peut toutefois ajouter le manque d'organisation de la jeunesse elle-même. Alors, sans bien sûr oublier de mentionner le manque d'expérience. Il y a ça également. Mais quand nous parlerons de manque d'expérience, on nous dira qui va vous donner votre chance pour que vous ayez l'expérience. Alors, justement, c'est ce qui m'amène à vous demander, vous, à la place des dirigeants ou bien des décideurs, qu'est-ce que vous feriez pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse concrètement participer ou bien voilà, aux sphères de décision. Euh, en France, il y a eu un homme politique, peut-être a quitté maintenant la vie politique, mais il faisait partie du Parti socialiste. Il s'appelait Arnaud Montebourg. Il désignait certains de ses camarades socialistes d'éléphants qui bouchent l'horizon. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a des gens au sein du Parti socialiste qui sont là depuis longtemps et qui empêchent aux générations émergentes d'accéder à des postes de responsabilité. Si le Parti socialiste gagne des élections, il y aura toujours les mêmes personnes qui accèdent au poste de ministre, au poste de député, etc., etc. Et donc, il désignait ces gens-là d'éléphants qui bouchent l'horizon. Ce qu'il voulait dire, vous l'avez bien compris, c'est ce qui arrive dans tous les pays du monde en réalité. Ça veut dire, si vous avez des jeunes qui ont dépassé le stade que j'évoquais tout à l'heure de subsistance, qui peuvent maintenant prétendre à des postes de responsabilité, vous trouverez tout de même devant vous les gens qui sont là depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce que nous reprochons à certains hommes politiques qui ne favorisent pas l'alternance. Quand vous briguez un troisième, un quatrième mandat à la présidence de la République, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous empêchait d'accéder à ce poste, alors que vous, vous avez fait votre temps. Donc, il y a un problème de génération. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne veulent pas partir, qui empêchent ceux qui émergent d'accéder au poste de responsabilité. Il y a un problème générationnel. Je le dis, mais la question que vous me posiez, c'était de savoir ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes accèdent aux sphères de prise de décision. C'est ce que nous disions il y a un instant. C'est ce qu'a fait par exemple le Maroc, qui a fait voter une loi qui incite les jeunes justement à accéder à des postes de prise de décision. Je disais que
selon la loi votée l'année dernière. Et c'est le roi lui-même, le roi du Maroc, qui a présenté ces nouvelles décisions, bien entendu, pour amadouer les jeunes qui avaient également été tentés de faire ce qu'ont fait les jeunes de Madagascar. Ils ne voulaient pas, bien entendu, être en conflit avec sa jeunesse. Et donc, le roi a fait adopter une loi qui incite les jeunes à accéder à des postes de responsabilité. Je disais par exemple que au niveau local, pour les élections municipales, l'État peut financer jusqu'à 75% de votre campagne électorale. C'est beaucoup. Vous n'aurez que 25% à financer de vous. Donc, ça veut dire que c'est une mesure incitative. Et c'est un exemple à suivre. Je veux dire que d'autres pays peuvent faire de la même chose. Je parlerai également des pays où il y a des postes, par exemple au sein de l'Assemblée nationale, réservés aux jeunes, réservés aux femmes. Mais là, nous sommes en train de parler aux jeunes, mais il y a des pays qui font cela. Ça veut dire, ces postes-là, disons, si une assemblée générale, une assemblée nationale de 80, je dis n'importe quoi, un parlement de 80 personnes, vous aurez peut-être 10% des postes réservés aux jeunes. Là également, c'est une façon d'inciter les jeunes à accéder à des postes de prise de décision. Voilà. Il peut y avoir d'autres leviers peut-être à mettre en place, mais dans tous les cas, je pense que tous les pays du monde pensent à aider les jeunes à accéder à des postes de responsabilité et c'est très important que cela se fasse, puisque bien entendu, en faisant cela, vous préparez également à cette génération jeune, vous préparez également à des gens qui prendront également des postes de responsabilité au niveau supérieur dans la voie. D'accord. À vous entendre parler, est-ce que, selon ce que vous proposez, est-ce que cela doit être une imposition? Eh bien, c'est-à-dire, faut-il imposer des mécanismes pour permettre peut-être une meilleure représentation des jeunes? C'est-à-dire un quota des sièges réservés, bon, financement des candidatures, on le voit déjà du côté du Maroc, comme vous l'avez souligné, ou peut-être parler de limitation d'âge pour certaines fonctions. Est-ce que c'est en cela que vous voyez les choses? Peut-être que vous les avez évoquées, mais la question, est-ce qu'on doit imposer cela? Est-ce que ça doit être une imposition? Ça dépend justement des choix de chaque pays. Quand vous prenez ce genre de mesures, ça veut dire bien entendu que c'est un impératif. Quand vous dites au sein de l'Assemblée nationale, il y a 10% des postes réservés aux jeunes, bien entendu, ce sera quelque chose qui s'impose. Ça veut dire, si vous avez plus de 40 ans, vous ne pourrez pas prétendre à ces postes-là. Et donc, ça veut dire, c'est obligatoire que ces postes soient occupés par des jeunes. Tout comme si on a dit il y a 5% des postes réservés aux femmes, quand vous êtes un homme, vous ne pourrez pas occuper ce poste-là. Et donc, ça veut dire ce sont des mesures incitatives, mais qui s'imposent, bien entendu, à ceux qui, disons, peut-être aux instances électorales. Ça veut dire vous êtes obligé de respecter cela. Et donc, c'est incitatif, mais c'est également obligatoire. Eh bien, à quoi ressemblerait, selon vous, concrètement, une Afrique qui gouverne véritablement avec sa jeunesse et non simplement au nom de sa jeunesse? En réalité, pour qu'un pays soit bien gouverné, il faut que toutes les générations soient représentées. Je pense que pour moi, dans des postes de responsabilité au niveau supérieur, disons au poste de chef de l'État, il faudrait tout de même quelqu'un qui a de l'expérience.
Je vois des pays qui sont dirigés par des jeunes de moins de 40 ans. Pour moi, il peut y avoir des exceptions, des gens tout de même qui prennent des décisions importantes, mais je pense que à moins de 40 ans, on manque d'expérience. Pour moi, c'est une opinion personnelle. Je pense qu'à partir de 50 ans, on peut accéder à des postes de responsabilité au niveau de président de l'Assemblée nationale, au niveau de président de la République. Mais tous les autres postes de responsabilité, je pense que les jeunes tout de même sont les bienvenus. Donc pour moi, pour qu'on puisse Vous parlez bien avoir, sûr de la politique. Vous parlez voilà, bien sûr de la politique quand vous entendez parler. oui, de la politique, oui, des postes politiques. D'accord. Mais pour Merci pour la moi, précision. pour qu'on puisse avoir un pays bien gouverné, il faut d'abord préparer la jeunesse. Ça veut dire aller de, euh, en évoluant. Commencer, disons, si vous, êtes, si vous avez 30 ans, que vous êtes député, à 40 ans, vous êtes ministre, à 45 ans, vous accéderez à notre poste de responsabilité, et puis à 50 ou à 55 ans, vous êtes le président de la République, et pour moi, c'est très bien. Vous avez une expérience nécessaire qui vous permet de prendre des décisions sages. Bien sûr, la jeunesse a normalement un atout majeur qui est la force physique, qui permet de parcourir le pays, d'aller à l'encontre de la population. C'est important également quand on est dirigeant, mais je pense que des fois, on l'a vu dans le passé, il y a des présidents de la République, des chefs d'État qui avaient des programmes politiques bien ficelés, mais qui des fois, dans leur mise en pratique, se heurtaient à des décisions provenant peut-être de leur jeunesse. Ça veut dire qui ne cadrait pas forcément avec la réalité du terrain qu'on attendait d'eux. Je ne vais pas citer des noms, mais vous les voyez. Et d'ailleurs, des fois, qui leur a coûté la vie, puisque il y a d'autres compagnons qui n'ont pas digéré ce genre de choses et qui ont décidé de renverser le gouvernement auquel ils appartenaient. Et je dis tout simplement que pour moi, personnellement, il faudrait qu'il y ait tout de même une évolution qui permet d'avoir des gouvernements, du moins d'avoir des gens au poste de responsabilité au niveau supérieur qui ont de l'expérience nécessaire. Eh bien, vous l'avez si bien dit, vous avez parlé d'expérience. Alors, une réponse en une phrase ou peut-être en un seul mot. Est-ce que la jeunesse africaine est-elle prête à prendre le pouvoir? À prendre le pouvoir? Oui, Non. d'accord. Pour une Merci. simple raison. Oui, C'est que dans tous les pays du monde, dans tous les pays africains, quand on voit les statistiques, la jeunesse africaine connaît un taux de chômage très élevé. Il peut y avoir des exceptions. Alors, quand vous avez ce genre de problème, quand vous êtes au chômage, quand vous avez des conditions de vie misérables, vous ne pensez pas à accéder à des postes de responsabilité qui vous permettent de prendre des décisions au niveau politique. Et donc, c'est pour cela justement que si on devait avoir des décisions à prendre au niveau politique, il faudrait d'abord penser à résoudre ce genre de problèmes. Résoudre les problèmes sociaux, les problèmes économiques qui sont importants au niveau africain essentiellement, même si dans d'autres pays du monde également on n'est pas en reste, mais il faut tout d'abord que la jeunesse africaine puisse avoir des conditions de vie dignes, ce qui n'est pas le cas maintenant. Quand vous avez 30 ans, que vous n'avez jamais travaillé, alors que vous avez des diplômes, que vous souhaiteriez travailler, mais que vous n'y arrivez pas,
puisque vous n'êtes pas embauché, avant de penser à briguer un poste au niveau municipal, vous, ce qui vous importe, c'est d'abord d'avoir un emploi. Et donc, la jeunesse africaine n'est pas prête à prendre ce genre de responsabilité, puisqu'il lui faut tout d'abord que le problème majeur des conditions de vie dignes soit résolu. Le problème du taux de chômage élevé, des problèmes de précarité. Combien de gens dormaient dans la rue en Afrique? Dans tous les pays en Afrique, des gens qui dormaient dans la rue. Combien de gens ont des diplômes universitaires, mais qui ne travaillent pas? Alors, quand vous n'avez pas de logement, quand vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas prêt à accéder au poste de responsabilité. D'accord. Eh bien, deux sujets ce soir, deux sujets qui ont meublé notre discussion. Au Sénégal, un calendrier électoral qui soulève des questions juridiques, institutionnelles et surtout politiques. Et partout en Afrique, une jeunesse qui revendique davantage qu'une place dans les tribunes. Elle veut être autour de la table. Ces deux débats nous ramènent finalement à une même question. Qui décide de l'avenir? Une démocratie qui ne se résume pas à organiser des élections. Elle suppose aussi que les citoyens puissent participer aux décisions, faire entendre leur voix et voir les institutions respecter les règles du jeu. Eh bien, comme je le disais au Sénégal, l'enjeu sera donc de réserver la confiance dans le processus électoral. Pour la jeunesse africaine, l'enjeu est différent mais complémentaire. Transformer son poids démographique et social en véritable pouvoir de décision. Car une génération qui représente l'avenir ne peut pas éternellement attendre son tour. Merci à vous, cher confrère Anissi, pour cet échange. Merci également à vous qui nous avez suivis. Et si vous avez un mot de conclusion hein, au vu des deux sujets que nous avons abordés, surtout concernant la jeunesse africaine, ce serait quoi? Juste pour évoquer justement ce que nous disions tout à l'heure, les manifestations auxquelles nous avons assisté ces les dernières années, 2024 et 2025, les manifestations de Génération Z. Ça rejoint la question que vous posiez, est-ce que la jeunesse est prête à prendre le pouvoir? Justement, c'était des tentatives, puisque justement, les revendications que ces jeunes qui manifestaient avaient, c'était d'abord pour pouvoir retrouver une vie digne, mais également pour pouvoir accéder à des postes de prise de décision. Euh, mais je ne sais pas si les objectifs de ces manifestations ont été atteints. J'en doute fort, puisqu'il n'y a pas eu assez de leadership. C'était des manifestations spontanées et les gouvernements ont su les maîtriser très facilement. Même si des fois, il y a eu, comme au Kenya, il y a eu tout de même des dégâts, il y a eu des promesses du gouvernement. Nous avons vu que, par exemple, à Madagascar, le gouvernement, le pouvoir d'André Rajoelina a été renversé, mais les conditions de vie de la jeunesse n'ont pas changé. Et donc, il y a une prise de conscience de la jeunesse qui veut changer ses conditions de vie, qui veut également accéder à des postes de responsabilité, mais pour l'instant, cela reste un objectif lointain. Peut-être ça va changer, mais jusqu'à présent, cela n'est pas le cas. Et donc, comme je vous disais, ce qui importe pour les jeunes, c'est de pouvoir accéder à une vie meilleure, à des conditions de vie dignes d'un être humain. Voilà, c'est sur peut-être cette remarque que
vous terminerez. Encore une fois, merci Prudence d'avoir préparé cette émission. Merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt. Et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était un regard sur l'Afrique. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et passez surtout un excellent week-end. Au revoir.